Bonsoir. Le préambule de la Constitution camerounaise stipule que les hommes sont égaux en droit et en devoir. Je précise homme avec un H majuscule. Pourtant, sur le terrain, les voix continuent de s'élever pour dénoncer les inégalités, mieux la marginalisation des femmes. J'en veux pour preuve le thème de cette 37e édition de la Journée internationale des droits de la femme qui est « Égalité homme-femme aujourd'hui pour un avenir durable ». Si notre avenir, qui plus est durable, est basé sur cette parité, qu'est-ce qui coince jusqu'à ce jour, puisqu'il faut préciser que les revendications des femmes datent de 1857 avec l'institutionnalisation de la Journée internationale des droits des femmes en 1910. Manque de volonté politique de la part des gouvernants ou manque de volonté tout simplement de part et d'autre. Si la République est garante de ses droits, qu'est-ce qui peut donc justifier cette disproportionnalité à des postes décisionnaires? L'Afrique et pardon, le Cameroun étant porté culture, tradition et autres préceptes ancestraux, arriverons-nous à cet idéal parfait? Nous, femmes, ne sommes-nous pas victimes de nous-mêmes puisqu'il est commun de voir des femmes se débiner devant certaines situations, se dénigrer, s'humilier et même humilier leurs congénères? On en parle donc ce soir avec notre invitée. Elle est avocate au barreau du Cameroun. Elle est spécialisée dans le droit de la famille. Ensemble, nous reviendrons sur cette journée des droits des femmes avec les dérives souvent observées pendant et même au quotidien, non sans faire un arrêt sur les violences conjugales et autres violences faites aux femmes en général. Maître Cécile Mireille Bigaïtia est assise ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors vous êtes avocate au barreau du Cameroun, une instance qui a en ce moment à sa tête une femme. C'est la première fois de l'histoire du barreau de l'ordre des avocats du Cameroun. Je précise qu'elle y est à la suite du décès du bâtonnier en chair et même du fait un peu de son ancienneté dans le conseil. Est-ce que ceci aurait été possible sans ces éléments? Alors oui, la précision que vous apportez est très importante. L'actuel bâtonnier est devenu bâtonnier parce que la loi prévoit qu'en cas de vacances, le membre du conseil de l'ordre le plus ancien est celui qui assure l'intérim. Okay. Donc c'est dans ces circonstances que Maître Atangana Bikuna, notre bâtonnier actuel, a pris le bâton. Maintenant, la question est de savoir si ces circonstances accidentelles, en dehors de ces circonstances accidentelles, une femme aurait pu être bâtonnier. Moi, je dis que rien, de par la loi, n'interdit qu'une femme soit bâtonnier. Et nous avons eu déjà des élections au cours desquelles des candidates ont été au coude à coude avec les hommes. Et je pense que ce qui a prévalu à la fin, ce n'était pas le critère du genre. Donc, il n'y a rien de discriminatoire dans la loi qui organise la profession, les élections, qui puisse faire penser que, en dehors des circonstances comme celles actuelles, une avocate ne pourrait pas être bâtonnier de l'ordre des avocats. Ici, on doit comprendre que ce sont les femmes qui ne veulent pas remplir toutes les conditions ou alors généralement, toutes les conditions, les femmes remplissent toutes les conditions parce que les conditions sont celles de conditions d'ancienneté et puis il faut être éligible. Et puis après, c'est le vote des électeurs. Et parmi les électeurs, il y a les hommes et il y a les femmes. Il y a les femmes. Donc ce sont les femmes qui refusent d'élire les femmes? Non, parce que le vote au Conseil de l'ordre n'est pas un vote de genre. On n'en est pas encore là. On est encore au niveau où il y a beaucoup de vices, mais qui sont plus liés au clanisme, parfois même au tribalisme, si je peux me permettre de le dire. Donc, lorsque on est dans la logique d'une campagne déjà
mais ça, c'est une tare de toute la société camerounaise où on vous parlera toujours de l'équilibre régional. Vous savez que l'équilibre régional ne fait pas toujours émerger les meilleurs. Les meilleurs, oui. Voilà. Donc, on se retrouve avec des candidates et des candidats. Et puis, la logique est la logique du clanisme. Peut-être que si un jour on se décidait de faire un vote de genre, si on battait une campagne pour le genre, peut-être que ça pourrait se faire, quoi. Voilà. Je précise que le barreau a eu 12 bâtonniers, tous de sexe masculin. Oui, mais ils sont tous de sexe masculin, mais vous pouvez aussi aller plus loin que ça pour voir de quelle tribu ils sont, pour voir qu'il y a ce truc de bâtonnier anglophone, bâtonnier francophone et tout ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment à l'image de notre de la société. Je précise que les élections sont encore attendues du côté de l'ordre des avocats. Oui. Pour quand, on ne sait pas encore. Je ne vous dirai pas parce que je ne sais pas. Je ne suis qu'un modeste électeur. J'attends tranquillement que le président de l'Assemblée générale m'informe de la date des élections et je ferai valoir mon droit de vote. Très bien. Alors, vous l'avez déjà dit, cette situation n'est pas propre qu'au barreau, c'est dans toute la société camerounaise. Et même, j'ai envie de dire que les décisions des femmes, souvent même, sont mises au second rang. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec une Assemblée nationale qui a, disons, 61 femmes sur les 180 sièges, je précise aussi que il y a moins de 20 ans, on en avait 10. Pourtant, la Constitution dit que nous sommes égaux. Qu'est-ce qui peut justifier cela aujourd'hui? Les femmes, même dans les postes de décision, elles ne sont pas au premier rang. Elles peuvent seconder, mis à part peut-être les postes électifs. Quand c'est des choix, elles sont mises au second rang. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce qu'on doit se dire, bon, nous sommes venus en second et on restera en second? Disons que c'est une lecture personnelle que je vais vous donner parce qu'elle n'a aucune base juridique. Nous sommes dans une société patriarcale où très souvent on peut faire mettre les hommes en avant, même au sein des familles, où très souvent la femme se contente de très peu. Je veux dire, elle se contente d'être la femme de quelqu'un, elle se contente d'être la fille de quelqu'un. Et comme dans le cadre de l'évolution de la société, il faut de la disponibilité, il faut du caractère, il faut un certain nombre de critères qui font que les femmes s'éliminent elles-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes compétentes. Il y a encore que, très souvent, ce sont encore les hommes qui ont encore toutes les décisions et de nomination et de désignation. Et donc, du coup, ça a un impact. Moi, je me rappelle d'une insolite, j'avais postulé pour un poste à l'Union européenne, un poste de cadre à l'Union européenne, et il était écrit dans l'avis, dans l'appel à manifestation d'intérêt, que les candidatures féminines sont encouragées. Mais j'étais arrivée et j'avais trouvé un jury qui était 90% masculin. Il y avait une dame. Bon, j'ai passé l'entretien, je pense que je l'ai passé brillamment, puisque plus tard, j'avais été retenue. Mais c'était mixte, la mixité culturelle, puisque c'était la coopération. Donc, il y avait des Européens, il y avait des Africains, des Camerounais. Donc, je ne connaissais personne. J'ai passé brillamment l'entretien. Et à la fin de l'entretien, je leur ai dit, pour détendre l'atmosphère, mais aussi c'était un sentiment personnel, lorsque vous dites que les candidatures féminines sont encouragées et que dans votre jury, il n'y a pratiquement pas de femmes, il y a un problème.
ça veut dire qu'au sein même de votre institution, vous ne prenez pas des dispositions pour que la femme qui entre là et la femme que vous voulez attirer voient ses semblables et se disent que c'est bien d'aller dans ce couloir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est encore les hommes qui ont les manettes des décisions. Et la disparité que vous relevez est due au fait que quand un homme veut nommer, il pense d'abord à ses copains ou à des personnes qui réfléchissent un peu comme lui, quoi. Jusqu'aujourd'hui, quand même, le code de la famille tarde à sortir des tiroirs. Et je reviens sur ce chiffre-là à l'Assemblée nationale. On a 61 femmes de la législature 2020 sur 180 sièges. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Est-ce que c'est que les femmes, encore ici, n'ont pas le pouvoir de décision, ou alors elles ne sont tout simplement pas pour la sortie de ce code de la famille? Là, on est en train de parler de politique. Et qui dit politique, dit parti politique. Comment ça fonctionne dans les partis politiques? On a besoin de femmes pour faire foule. Oui. Mais ceux qui sont devant sont les hommes. Et je pense que sur ce plan, il y a une petite réforme qui a peut-être permis la petite évolution où on est passé de 10 femmes à 60 femmes parce que la loi électorale a prévu que dans les listes de candidature, puisque les élections, par exemple, législatives sont des élections de liste, dans les listes de candidats, qu'il y ait un certain nombre de femmes. Je pense que si la loi n'avait pas imposé la présence des femmes dans les listes, on ne compterait même pas aujourd'hui tel nombre de femmes. Et je vais vous prendre un autre cas. Moi, je me rappelle, je ne suis partisane de rien du tout, mais je me rappelle qu'une ou deux fois, des gens viennent me voir quand une élection se présente pour me dire « Mais on a besoin de toi pour figurer sur la liste de candidature. » Et lorsque je marque mon étonnement en disant « Mais ce parti-là a des militants, des militantes convaincues, qui ne ratent jamais un meeting, qui donneraient leur vie, qui sacrifient même leur famille pour le parti. Pourquoi est-ce qu'à l'occasion des élections, vous préférez aller chercher des personnes qui n'ont rien à voir, étrangères à l'idéologie du parti, pour les mettre en avant? On me dit, oui, mais ces personnes qui viennent n'ont pas d'argent. Vous, on vient vous chercher parce que vous êtes capable de financer une campagne électorale. Donc, vous comprenez qu'il y a encore aussi ce problème-là. La femme, elle est militante, elle pense qu'on milite pour changer la société. Sauf que pour le moment, la société a encore ses dérives qui commandent un peu tout cela. Donc, sur le plan politique, le vote étant populaire, on ne peut voter que ceux qui sont présentés. On ne va pas aller chercher ceux qui ne se sont pas présentés. Et le vote, malheureusement, la désignation des candidatures n'est pas toujours démocratique. Au sein des partis, il y a des critères qui font que, au finish, le peuple n'a que les candidats que le parti leur a présentés. Voilà. Mais est-ce qu'ici, je veux dire, même cette mention-là dans la loi, si nous sommes égaux, quand on fait cette mention-là, c'est comme si même ceux qui ont décidé ont compris qu'il y avait une inégalité. Sinon, pourquoi faire cette mention? Sinon, le bon sens voudrait qu'on comprenne que... Mais ça, c'est une discrimination positive que nous, les femmes, nous ne pouvons pas bouder. C'est exactement comme en ce qui concerne l'équilibre régional. C'est quelque chose de tellement idiot, excusez-moi le terme, que vous êtes tous candidats à un examen, que celui qui a 15 ici ne puisse pas passer parce que les deux premiers
qui sont devant lui sont de la même tribu que lui. Ils ont eu 15, 16 et peut-être 17. Lui vient avec son 15. On dit, ça fait déjà 3 de la même région. Non, il faut aller chercher quelqu'un qui a 10 et qui vient d'une autre région pour l'équilibre régional. C'est une discrimination qui a son sens quand on fait une certaine lecture de la société et peut-être pour résoudre certains problèmes. Mais voilà, en ce qui concerne les femmes, vous savez que la femme, très souvent, même les femmes politiques, comme je disais tout à l'heure, doivent manager avec la gestion de la famille, le quotidien, ouais. le quotidien, les problèmes financiers et tout ça. Et donc, si déjà l'argent est un problème pour les femmes, la famille, la qualité de mère de famille est un frein, la qualité d'épouse est un frein. Si le législateur ne s'en mêle pas pour dire « je veux obligatoirement qu'il y ait des femmes », bah, aucune femme ou très peu de femmes... Elles seront complètement effacées. Voilà, exactement. Donc là, c'est une discrimination positive que nous ne pourrons que nous ne pouvons que saluer. D'ailleurs, là, nous sommes encore... chez nous, on parle encore de quotas, mais ailleurs, on parle de parité. C'est-à-dire que vous apportez une liste de 50. Si vous présentez 10 hommes, vous présentez 10 femmes. Et au moins, à ce moment-là, on sait qu'automatiquement, si cette liste est élue, il y aura autant de femmes qu'autant d'hommes. Mais ici, au-delà de la volonté politique, maître, est-ce que nous-mêmes, femmes, ne sommes pas le frein à notre propre évolution? Laissons le pan selon lequel ce sont les hommes qui prennent des décisions. Mais est-ce que nous ne nous mettons pas nous-mêmes des freins? Je vais prendre des exemples sur 2 ou 3 points. Parlons du droit déjà. Est-ce que, ici j'interpelle l'avocate que vous êtes, vous recevez beaucoup de personnes dans votre cabinet. Est-ce que vous vous rendez compte que les femmes connaissent leurs droits déjà? Alors, les femmes connaissent très peu leurs droits. Mais je peux vous rassurer aussi que même les hommes, beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Ce n'est pas qu'une affaire de genre. C'est une affaire d'éducation. C'est une affaire d'éducation. Quand le problème, justement, c'est l'accès aux institutions. Là aussi, l'accès à une institution comme la justice semble difficile pour les femmes. Parce que dans l'imaginaire, dans tout ce qu'on dit, on sait que pour aller au tribunal, il faut de l'argent. Et c'est une réalité, hein. C'est une réalité. La justice est gratuite, mais elle nécessite des frais. Donc, quand les droits, par exemple, vous avez des femmes qui arrivent dans votre cabinet, qui vous disent, par exemple, mais je veux divorcer. Vous leur demandez de vous apporter leur acte de mariage. Elles vous disent, c'est lui qui garde l'acte de mariage. Vous lui demandez même, parce qu'un acte de mariage a une souche, de vous dire quand est-ce qu'elle s'est mariée et où est-ce qu'elle s'est mariée. Parfois, elles ont de la peine à se rappeler de la date de leur propre mariage. Elle va vous dire qu'elle s'est mariée à Douala, peut-être à la mairie de Douala 1er. Mais vous savez, elle va vous dire à la salle de fête d'Aqua. Vous savez qu'à l'époque, la salle de fête d'Aqua, c'était un centre d'état civil, mais qui dépendait de la mairie de Douala 1er. Et qu'à Douala 1er, il y a beaucoup de sous-centres. Il y a des dos, voilà. Il y a beaucoup de petits, même des petits centres d'état civil, des choses comme ça. Donc, voilà une personne qui vient, qui vous dit qu'elle a besoin de poser un acte aussi important ou aussi grave qu'un divorce, mais n'a pas le préalable. Il y a pire, parce que celle-là, elle est peut-être mariée, elle a peut-être un acte de mariage, donc remonter cela n'est pas difficile. Mais il y a pire. Il y en a qui subissent des choses dans une maison, qui vous parlent de leur mari, mais à la fin de l'entretien, vous vous rendez compte qu'elle n'a rien qui la retienne là-bas. Elle n'a pas d'acte de mariage. Elle n'a aucun papier. Elle a peut-être eu
un mariage traditionnel, peut-être dans certains cas, mais dans d'autres, il n'y en a même pas. Donc, elles ne connaissent pas leurs droits. Peut-être qu'elles ne veulent pas simplement connaître leurs droits. Mais je dis même que ça, l'ignorance ne peut pas être une affaire de genre. Je ne veux pas qu'on classe, parce que c'est chacun qui doit faire des efforts pour son épanouissement, pour sa progression, pour son ascension. Et le coup de main que tout le temps qu'on veut qu'on donne à la femme, quand c'est l'homme, pourquoi on n'a pas les mêmes exigences? Comme si dans l'intellect, dans l'intelligence, il y avait une tare de la part de la femme. On est déjà formaté. Et moi, je ne souscris pas à cette façon de vouloir résoudre ce problème. Je ne souscris pas. Je pense que tout tourne autour de l'éducation et tout tourne autour de l'information. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de jeunes filles qui sont connectées. Mais elles sont connectées sur quoi? Mais sur des conneries. Sur Facebook. Il y a un nouveau tribunal sur Facebook. Exactement. On a des problèmes, c'est sur Facebook qu'on va Donc, les résoudre. et pourtant, vous savez, la mine d'or d'information, d'éducation qu'on peut avoir à travers les réseaux sociaux. S'il y a 20 ans, il y avait des gens qui apprenaient juste en lisant des livres, on les appelait des autodidactes. Il y a 20, il y a 30 ans, il y a des personnes qui ont pu émerger par cette voie, à plus forte raison aujourd'hui où vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour acheter un livre. Vous avez juste besoin que la connexion que vous utilisez à lire, comment faire pour se faire aimer par un homme, vous avez juste besoin de l'utiliser pour lire autre chose qui vous permette d'aller plus loin que ça. Maître, vous êtes un peu dur. Oui, Elles prennent souvent aussi des astuces. Malheureusement, je suis dur envers moi-même et je suis souvent dur envers les autres parce que je me dis que le fait de croire qu'on puisse être attiré l'apitoiement des autres, que les autres vont s'apitoyer pour sur vous, vous empêche d'aller plus loin. Moi, j'ai l'habitude de dire que si vous me demandiez quelle est la femme d'impact que j'ai rencontrée dans ma vie, moi j'ai rencontré une jeune femme, Marie, qui est une personne vivant avec un handicap, mais avec un handicap grave, parce que Marie, quand elle n'a pas son tricycle, marche avec à quatre pattes. Alors j'ai rencontré Marie qui avait 3 enfants et qui est une grande tresseuse. Et lorsque je tombe sur Marie, ses enfants on vient de passer, les aînés qui sont des jumeaux, viennent de passer le certificat d'études primaires, ont la bonne moyenne, mais n'ont pas eu le concours d'entrée en 6e. J'essaye de faire en sorte qu'on recrute les enfants au lycée de Bonamou Sadi, au lycée d'Aquanor. À l'époque, il y avait une nouvelle loi, c'est pas une loi, une décision ministérielle qui disait qu'on ne recrute pas dans les classes de 6e. Et donc, le proviseur était désolé, le maire de Douala 5e a essayé d'intervenir. Et à la fin, bon, on a trouvé un établissement privé où on a pu mettre les enfants de Marie. Mais je veux dire, Marie, je l'ai trouvé, ses enfants étaient au cours moyen 2, les aînés. Ils sont aujourd'hui en seconde. Elle paye elle-même l'école de ses enfants. Elle ne demande rien d'autre que les droits les droits qui lui reviennent du fait de sa capacité, de sa qualité de personne vivant avec un handicap soient respectés. Elle me dit souvent en rigolant que ma mère, on m'a encore appelé aujourd'hui dans un endroit là, on nous a donné le savon et le riz, comme si nous, les handicapés, tout ce qu'il nous faut, c'est le savon et le riz. Pourtant, elle a du métier. Et du fait qu'elle a du métier, elle a demandé, par exemple, des aides à Douala 5e pour pouvoir ouvrir son salon,
pour pouvoir avoir du matériel adapté à sa situation qu'elle n'a pas pu avoir. Donc, je veux dire, si vous rencontrez une personne comme celle-là, qui se débrouille pour avancer et pour faire avancer ses enfants, comment vous aurez pitié d'une personne qui a tout et qui vient vous raconter simplement que non, la vie est dure dans cette société, si on n'est pas ceci, si on n'est pas tenu par la main, on ne peut pas avancer. En fait, la femme doit sortir de son état d'assistanat. Exactement. De montrer qu'elle est capable. Exactement. Alors, sur le plan intellectuel, le Cameroun, ou du moins sur le plan de l'intellect, hein, on sait que le Cameroun a des ressources. Ça, on n'en doute pas. Mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que celles-ci se mettent toujours en retrait? C'est-à-dire que même celle qui est à la maison, le mari, on l'appelle papa. Quand il y a telle décision, non, on attend que le père va rentrer avant de prendre cette décision. Quand il faut prendre peut-être de bâton de commandement dans telle situation, la femme dit non, j'attends d'abord qu'un homme aille faire. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Et lorsque nous faisons, est-ce que nous nous attendons à ce que finalement ces hommes-là nous donnent la place que nous méritons? Alors moi, je vais vous dire, tout ça vient des pesanteurs culturels. Nous sommes dans une société où nous sommes ce que notre culture est. Elle n'est écrite nulle part, mais elle nous suit, elle nous talonne. Au point, moi-même, j'appelle mon mari papa. Moi-même, j'attends qu'il prenne une décision. Il prenne une décision. Mais je le fais parce que j'ai vu ma mère le faire et que après, pour ma paix, parfois, pour ma paix, voilà, et que je n'ai pas l'impression qu'ils prennent de mauvaises décisions et que, bon, ça fait plaisir à l'autre de sentir qu'il est un peu le tuteur. Donc, c'est un peu cela. Mais franchement, pour des questions personnelles, j'aime souvent à dire que, par exemple, l'acte de mariage, c'est le seul diplôme, entre guillemets, qu'on ne vous demande jamais nulle part. On ne demande pas ça dans le CV. Voilà, dans votre CV, vous le mettez si vous voulez, mais je ne sais pas si ça vous apporte des points en plus. Je vous parlais tout à l'heure de mon entretien à l'Union européenne. Avant ça, j'avais fait le concours du barreau. On ne m'a jamais demandé de joindre mon acte de mariage à... Bon, c'est vrai qu'on me le demande pour ma carte nationale d'identité, qu'on me le demande pour mon passeport, mais je veux dire, voilà, ce n'est pas quelque chose on ne peut pas prendre ça sur le plan juridique, parce qu'il y a des textes quand même qui donnent des droits, qui régissent les droits et les devoirs au sein d'un foyer. Maintenant, est-ce que ça justifie que nous au Cameroun ou en Afrique, que nous soyons encore à faire comme si être marié, c'est être sous le parapluie? Moi, je pense que c'est culturel. Maître, on va en parler tout à l'heure parce que aujourd'hui, être marié, je pense que c'est plus qu'un diplôme. Est-ce que la loi, on revient un peu sur le plan du droit, est-ce qu'il y a des textes qui parlent de parité? Je veux dire, est-ce qu'on peut dénoncer par exemple une marginalisation dans un service? Alors, justement, je vous ai dit que nous ne sommes même pas encore au niveau de la parité. Et nous ne sommes même pas encore au niveau, par exemple, des quotas. En ce qui concerne l'accès, par exemple, au poste administratif. Je veux dire, l'évolution, la vraie, serait qu'on décide que chaque concours administratif, qu'il y ait, je ne sais pas, 30% au moins, parce que c'est un quota minimum qui veut dire qu'on peut aller bien au-delà. Parce que même dans les concours, même dans les résultats des concours, si vous vous amusez, les autres s'amusent à regarder les tribus, mais nous autres, nous amusons à regarder le genre. Et on se dit, mais bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai fait fac de droit. À l'époque, nous étions 3000 dans un amphi de 1000.
il y avait autant de garçons que de filles. Ça veut dire que l'accès à l'éducation jusqu'à un moment donné est le même pour tout le monde. Maintenant, au bout du compte, pourquoi est-ce qu'au moment d'accéder à la fonction publique, par exemple, ou à la fonction tout court, pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes? Pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes qui se retrouvent... voilà. Donc, la vraie évolution sera que, au lieu de rester sur l'équilibre régional, qu'on mette aussi en place, au sein de l'équilibre régional, l'équilibre de genre. Peut-être pas encore la parité, parce que la parité, c'est l'égalité parfaite. C'est le monde idéal. Mais au Rwanda, on l'a déjà atteint. Mais en même temps, on explique aussi qu'au Rwanda, comme beaucoup d'hommes sont morts pendant le génocide, je ne sais pas si c'est une explication qui tient la route ou pas. Mais c'est possible, hein, parce que chaque société a ses réalités. On explique que comme beaucoup d'hommes sont morts pendant le génocide, pendant les guerres, on s'est retrouvé avec une société où il y avait beaucoup plus de femmes. Et donc, au point qu'aujourd'hui, on a pu atteindre cette parité-là. Bon, nous, au Cameroun, je ne suis pas sûr qu'on puisse décréter la parité et que ça marche du tonnerre. Mais par contre, on peut très bien mettre des quotas dans l'accès aux fonctions. On peut imposer dans des sociétés que on va, je sais pas, dans une grosse société privée, vous devez mettre un minimum de femmes et avec des contrôles et avec des incitations fiscales, parce que par exemple en France, c'est ce qui se fait. Quand on veut que les employeurs suivent l'État dans une décision, parce que c'est une décision de l'État, mais ce n'est pas que l'État qui assume les conséquences. Si l'État peut assumer les conséquences et le suivi en ce qui concerne la fonction publique, ce ne sera pas pareil pour le secteur privé. On peut donc avoir aidé les personnes du secteur privé en mettant en place une incitation, par exemple, sur le plan fiscal, en disant, voilà, si dans votre société, il y a 30% de femmes, obligatoirement, on peut vous donner telle chose sur le plan fiscal. Ça marcherait du tonnerre. Donc, c'est une question de volonté politique. Voilà. Alors, je le disais en introduction, est-ce que quelque part, la femme n'est pas elle-même le problème pour elle-même? C'est-à-dire que le problème est la solution. Je m'appuie par exemple sur le fait que les femmes semblent mal s'accommoder sur le plan social lorsque une de leurs semblables est à la tête. Quand on a une femme chef d'entreprise, les autres femmes semblent mal le prendre. Quand on a une femme gynéco, on semble mal le prendre. Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas nous-mêmes le problème à ce niveau-là? Je vais continuer plus loin. Alors, je ne sais pas. J'ai entendu ça tellement de fois quand j'étais jeune. Et peut-être que je l'ai expérimenté aussi 2 fois. Mais comme j'expérimente exactement la même chose en ce qui concerne les hommes, j'entre dans les bureaux, par exemple du tribunal, qui est le lieu que je fréquente le plus de par ma profession, dans les bureaux du greffe et tout ça. Je ne peux pas dire que si j'ai été mal servie un jour, c'est parce que j'étais une femme en présence d'une autre femme. J'étais peut-être en présence d'une personne qui n'est pas bien éduquée, d'une personne qui ne comprend pas quelle est sa mission, d'une personne qui a peut-être mal été recrutée, qui n'a pas sa place où elle est. Donc, moi, je pense qu'il y a une question d'éducation. Moi, je suis une avocate et dans mon cabinet, il n'y a que des femmes. Pas parce que je n'ai voulu recruter que des femmes, mais je me dis aussi que je dois donner la priorité aux femmes. Ouais. J'ai été formée à la fois par un homme
et par une femme. Donc je ne suis pas fermée à prendre les hommes dans mon cabinet. Et j'en ai déjà eu quelques-uns. Mais par exemple, en ce moment, j'ai deux associés. Nous sommes trois femmes avocates associées et nous avons 3 collaboratrices qui sont toutes des femmes. Maintenant, effectivement, la femme, c'est scientifique aussi, hein, elle est sujette à des humeurs, voilà, parce que des hormones, quelquefois, mais c'est autant celle qui est responsable que celle qui est collaborateur. Parce que moi, j'ai eu dans mon cabinet une jeune collaboratrice qui estimait qu'une de mes associées la regardait mal ou je ne sais pas trop quoi. Donc, et quand je sais que dans nos conversations, mon associée et moi, elle me disait, mais cette petite dégage tellement de classe. Et l'autre, elle avait l'impression que le regard, c'était un regard pour dire je ne sais pas trop quoi. Donc, ça se passe dans la tête de l'autre. Quand vous savez que vous avez un droit, quand vous savez que vous êtes dans votre droit, la petite dame qui essaye de mal vous servir, vous lui rappelez quel est son rôle et vous lui rappelez que vous n'avez pas de problème personnel avec elle et que voilà. C'est tout. Mais les hommes aussi ne sont pas toujours... Non, ils ne sont pas toujours tendres. Hein. Voilà. L'autre point de ma question, quand même, on a parlé d'éducation, ça doit sur le fait que c'est la femme, quand même, qui, disons, transmet l'éducation aux enfants. Mais celle-ci, à la base, commence à faire des différences. Le garçon n'entre pas à la cuisine, il s'assoit au salon, grand pied sur petit avec son père, il regarde la télé, pendant que la fille est à la cuisine. D'où... J'adosse un peu ma question là-dessus. Est-ce que nous-mêmes, nous ne créons pas nos propres problèmes à la base, puisque tout part de l'éducation, on a commencé à faire la différenciation? On ne peut donner que ce qu'on a reçu. D'accord. Mais comment, à un moment donné, il va falloir... oui, à un moment donné, c'est pour ça que nous essayons, nous parlons, nous attirons l'attention des mamans. Mais on ne donne que ce qu'on a reçu en réalité. Quand le petit garçon se rend compte que le père est servi royalement, qu'il ne met jamais ses pieds dans la cuisine, que pour boire un verre d'eau dans sa propre maison, il appelle fort et demande à être servi, il se dit que c'est ça la vie. Donc, nous, effectivement, la femme a un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Même si, là aussi, souvent, les hommes interviennent pour dire « je ne veux pas trouver mon garçon en train de laver les assiettes, je ne veux pas que mon garçon fasse ci ou ça ». À ce moment-là, la maman doit être très, très ferme pour faire de son garçon l'homme idéal qu'elle voudrait, qu'elle aurait voulu que son mari soit. D'accord. Bon, êtes-vous du même avis que ceux qui pensent que la déliquescence de notre société vient du fait que la femme ne soit plus dans le foyer? Avant, c'était la mère, elle restait à la maison, elle entretenait la maison, elle éduquait les enfants. Aujourd'hui, tout comme l'homme, elle est obligée d'aller chercher le pain quotidien et elle qui est le socle de la famille, quelque part, s'est brisée. Et aujourd'hui, la société, ça va dans tous les sens. Il y a des hommes qui battent, des garçons qui battent leurs mères, qui battent leurs épouses, parce que la mère n'est plus à la maison pour arranger tout cela. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je ne suis pas du même avis, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que la femme a commencé à se battre. C'est encore là de mauvais stéréotypes. C'est encore là. Moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis née d'une maman qui ne s'est pas mariée. Donc, je suis un enfant naturel. D'une personne qui a dû retrousser ses manches parce qu'elle est tombée enceinte très jeune et elle a commencé à travailler. Elle n'avait pas 21 ans. Elle a commencé à travailler jusqu'à sa retraite. Mais en même temps, elle a donné une éducation stricte à ses enfants. Et donc, travailler n'est pas seulement aller au bureau. Les femmes, c'est elles qui font le commerce.
quand vous regardez, je ne sais pas quel est le chemin chez vous, mais chez moi, les hommes vont au champ une fois par an pour défricher. Le reste de l'année, c'est les femmes qui sont véritablement dans les champs. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, le fait que la mère devait jongler sur plusieurs choses en même temps. Mais les pères font quoi pendant ce temps? Pourquoi est-ce que la femme doit rester calfeutrée à la maison pour que la société reste debout? Non, je ne pense pas. Je pense que toute la société est en déliquescence parce qu'on a l'impression qu'il s'agit d'une certaine évolution, de vivre d'une certaine manière. Même cette soumission que nous avons l'air de trouver mauvaise était une éducation qui faisait que chacun connaissait sa place. Et je veux dire, ce n'est pas parce qu'on est une femme d'une certaine envergure qu'on perd sa féminité, qu'on perd sa place de fille d'une famille. Quand je parle à mon frère aîné, je lui parle en tant que jeune sœur. Je reconnais ma place de jeune sœur, même si sur le plan financier, je peux résoudre plus de problèmes que lui. Je lui parle en tant que jeune sœur, même si sur le plan de la connaissance, je peux connaître beaucoup plus de choses que lui. Chacun doit connaître sa place dans une société pour que cette société-là avance d'une certaine manière. Donc, l'évolution de la société est à l'image de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qui est toléré, du type de chansons que nous écoutons, de la manière de nous trémousser, de danser, du fait que les bars et les snacks et les je ne sais plus trop quoi sont ouverts à longueur de journée en face des écoles, que voilà. Donc vraiment, résolvons le problème de manière globale, mais ne mettons pas tout sur les épaules des femmes. Elles ont un rôle à jouer, mais elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes et elles ne peuvent pas porter la responsabilité de la déliquescence que nous connaissons aujourd'hui. Maître, j'espère que vous êtes féministe? Je suis femme. Ah, d'accord. Vous ne voulez pas une autre casquette. Alors, on comprend bien qu'il y a un souci d'abord d'éducation et la culture vient aussi un peu se mêler. Mais comment déconstruire donc tout cela aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que, puisqu'on a reçu, on est en train de retransmettre. Il n'y aura pas de rupture quelque part. Alors, moi je dis il y a du bon dans ce que nous avons reçu et il y a du moins bon. Je ne parle même pas du mauvais, il y a du moins bon. Maintenant, nous sommes à l'ère des cultures, de brassage des cultures. Et j'aime souvent à dire qu'on est étonné de ce que c'est ceux qui sont partis à l'étranger, qui étaient en tant qu'étudiants obligés de faire leur cuisine, leur lessive, leur tout, qui ont parfois épousé des femmes d'autres cultures, où c'est eux-mêmes qui se tapaient la popote et tout, et qui, lorsqu'ils reviennent ici, ne veulent rien savoir de tout cela. Donc, on veut bien critiquer ce que nous avons, en le comparant toujours à l'autre, mais en même temps, on estime que si ça nous arrange de rejeter ce que les autres ont, on le rejette et on profite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je dis, il y a une évaluation. Il faut déjà comprendre, parce que moi je me suis toujours dit, mais pourquoi on ne cherche jamais, il y a les états généraux de ceci, il faut qu'on fasse les états généraux des coutumes par exemple, pour essayer de comprendre le bien fondé de certaines coutumes. Parce que si vous comprenez, vous adhérez. Moi je suis le genre qui me ferme à tout quand je ne comprends pas. Parce que j'estime quand même que me dire de faire parce que ça a toujours été comme ça, c'est faire une petite injure à ma petite intelligence. C'est qu'on marche la tête. Donc, expliquez-moi, moi je me rappelle que j'avais fait mon bébé
Et on disait, il faut lui mettre une corde noire au rein. Et je demande pourquoi. Ma belle-mère me dit, parce que moi, ma belle-mère le faisait. Je dis, mais je suis d'accord, mais est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi elle le fait? Elle me dit non. Elle ne m'a pas expliqué. Je dis, ok, tu n'as pas d'explication à me donner. Tu ne comprends pas, je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi je vais le faire. Et tout le monde me jurait, si tu ne le fais pas, ton enfant aura des maladies, ton enfant aura ceci, ton enfant aura... Comme je ne voyais pas le rapport, on va dire que je suis trop scientifique. Scientifique, oui. Mais ce n'est pas ça. C'est juste une petite logique. Je n'ai pas fait ça et je n'ai pas été confrontée aux problèmes dont on m'a parlé. Donc, je dis, faisons les états généraux pour comprendre le bien fondé de certaines pratiques. Quand on les comprendra, on adhérera. Et quand on comprendra le mal fondé, quand on mettra en exergue le mal fondé, on pourra éliminer de manière naturelle. Par exemple, lorsqu'on va devant les juridictions du droit traditionnel, la loi dit qu'on ne peut pas appliquer une coutume qui est contre la loi. Ça veut dire que le législateur sait qu'il y a des mauvaises coutumes. Ouais. Et dès lors qu'il y a des mauvaises coutumes, entendons-nous bien que ces coutumes-là, ce n'est pas bien de les imposer aux uns ou aux autres. Un peu comme le veuvage, parce que je reviens sur le veuvage, parce que très souvent, voilà que ce sont des femmes qui font subir à d'autres femmes des rites inhumains. Est-ce que les femmes qui font cela sont au courant qu'il y a, elles peuvent avoir des sanctions du fait de cela? Les femmes, la femme qui fait la coutume, le veuvage, est d'abord la femme qui elle-même adhère à cette coutume. Moi, je me rappelle, j'avais perdu mon beau-père et ma belle-mère, qui n'est pas de la même aire géographique que mon beau-père, m'a dit, je vais le faire par amour pour mon mari. Et je vous assure, c'était une coutume très dure. Elle s'y est soumise. Pourtant, elle a des enfants qui sont comme une armée autour d'elle. Il aurait suffi qu'elle dise que je n'en veux pas. Et ça ne se serait pas passé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y a d'abord une question d'adhésion. Il y a une question d'adhésion. Si la femme qui subit, parce qu'aujourd'hui, la société nous protège quand même. À quel moment une belle famille vous dit, si tu ne fais pas cette coutume-là, tu ne vas pas avoir accès à ci ou ça. Dès lors que la belle famille vous le dit, vous avez des recours. Maintenant, si vous connaissez, parce que d'avance, vous connaissez la coutume, on vous l'expose, en tout cas, on vous l'expose. Vous savez quelles sont les étapes par lesquelles vous allez passer. Si vous décidez de vous y soumettre, ça veut dire que vous adhérez. Et ça veut dire que vous n'avez pas à accuser les autres femmes d'être en train de faire ce qu'elles vous ont prévenu qu'elles vont faire et que vous avez accepté. Donc, mais moi, on subit un peu la société, on est obligé parfois de se ranger, c'est comme ça qu'on fait. On est obligé à rien du tout. Personne ne vous oblige à vous raser les cheveux parce que vous avez perdu votre époux. Personne ne vous y oblige. Vous pensez, moi j'ai l'habitude de dire que le veuvage avait une explication dans la société à l'époque où la femme dépendait de l'homme, n'avait pas de revenus personnels, n'avait pas d'autonomie. Il fallait que dès lors que son époux meurt, qu'on lui mette des attributs extérieurs pour montrer qu'elle n'a plus le tuteur. On vous mettait une robe qui vous distingue des autres. Quand vous passez, on a un peu pitié de vous. On vous donne la priorité à ci, on vous donne la priorité à ça. Aujourd'hui, cela ne s'explique plus parce qu'aujourd'hui, la veuve est une personne, comme vous et moi, qui travaille, qui a un revenu, qui a un partenaire. Le partenaire n'est plus là, mais elle n'a pas perdu son emploi. En plus, elle a des recours administratifs qui lui permettent d'avoir une pension, des choses comme ça. Et le veuvage, j'ai envie de dire, ça devrait être plus interne que externe, parce qu'on voit aussi des gens avec tout
tous ces signes externes faire des choses terribles. Donc, pourquoi, si vous acceptez, si vous adhérez, c'est à ce niveau qu'il faut faire le travail, de dire aux femmes, rien ne vous oblige à accepter d'aller vous soumettre au rite de veuvage. Ce n'est pas au moment où les rites ont été... ce n'est pas... En attendant, moi, je n'ai pas encore vu une femme que la tradition a frappée. Parce que nous subissons ça, nous qui sommes restés au pays. Mais nous avons des sœurs avec nos frères qui sont mariés à l'extérieur, qui viennent avec le cercueil, la même famille là, la même belle famille là, les accompagne, mettre le corps sous terre, elle donne à manger, elle donne à boire, elle reprend l'avion. Et le lendemain, ils s'en vont. Et les enfants même du monsieur finissent d'enterrer, ils prennent l'avion le soir. À quel moment la coutume, vous avez déjà entendu qu'une femme est en baigne, elle est devenue folle là-bas parce que la coutume l'a frappée. Ce n'est pas possible. Donc, essayons d'être, même là-dessus, essayons d'être un peu intelligentes pour ne pas croire à tous les stéréotypes. Nous sommes, certains disent que nous sommes un peu sujettes à la nature, c'est-à-dire que la nature a voulu que nous soyons des femmes, que nous soyons des mères, que nous soyons celles qui portent la vie. Et du fait des maternités, par exemple, qu'on n'ait pas accès à tout comme les hommes. Il y a des emplois pour postuler, quand vous avez cet âge, vous n'êtes pas recruté, ou alors vous avez un délai pour ne pas avoir une maternité. Est-ce que ici on doit accepter comme les hommes pensent que la maternité nous empêche de... Alors là c'est un combat, un vrai combat, parce que même le législateur est conscient. Et vous avez la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qu'on appelle la CEDEF. Oui, la CEDEF. La CEDEF a prévu la protection particulière de la femme vue sur le plan de sa maternité. C'est-à-dire qu'on ne doit pas discriminer à l'embauche parce qu'on a peur que la femme puisse être mère, puisse porter la vie à un moment donné. C'est pareil, le législateur camerounais sur ce plan-là a prévu, le Code du travail a prévu qu'on ne peut pas licencier une femme parce qu'elle est enceinte. Mais maître, c'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Et lorsque vous engagez des procédures, on sait que c'est interminable. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. C'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il y a le texte et il y a le contexte. Voilà. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai déjà eu ce genre de dossier où parce que la femme a enchaîné des maternités, elle avait un poste de grande responsabilité, mais elle a enchaîné 3 maternités et à un moment donné, son patron a estimé que... elle me fait dépenser de l'argent voilà, pour rien. Pour rien. Donc c'est vrai, c'est plus subtil que ça, mais qu'est-ce qu'on peut... Là aussi, c'est l'éducation. Parce que autant celui-là qui ne veut pas recruter une femme parce qu'il a peur qu'elle va accoucher, autant il a un époux et il a un père de filles. Exactement. Il est un père de filles. Et moi, j'aime souvent dire que, vous savez, l'homme, quand vous écoutez un homme parler de sa femme, et que écoutez-le attentivement, mais après, posez-lui juste la question de savoir s'il pense que sa fille pourrait être traité comme ça. Vous allez voir comment il va changer complètement. Parce que pour eux, leurs mamans sont des icônes, leurs filles sont des déesses et leurs femmes sont des idiotes. Malheureusement, c'est encore une question d'éducation. De croire que vous discriminez les enfants des autres qui viennent chercher de l'emploi chez vous et que quand votre tour viendra, vous voudrez que votre fille soit directeur général et qu'elle fasse de vous un grand-père. Ouais. Parce qu'ils sont contents d'afficher leurs photos de famille, de dire qu'ils sont grands-pères et tout ça.
Donc là aussi, c'est sociologique, c'est pas vraiment juridique. Le législateur fait ce qu'il peut. Maintenant, comme vous avez dit, les procédures de revendication prévues ou les procédures de dénonciation prévues par le législateur sont tellement lentes que aucun employeur n'en a peur. Les sanctions viennent parfois des années après. Et on n'a même pas prévu, par exemple, pour le cas de la femme, on n'a pas prévu que si au bout du compte, on se rend compte que le licenciement a été fait à cause de ce que la personne était enceinte, on n'a pas prévu sa réintégration. On aurait pu, le législateur aurait pu être logique en disant, si au bout du compte, on se rend compte, non seulement on vous sanctionne de manière pécuniaire, mais on vous oblige à réintégrer cette personne-là. Ah, je pense que la procédure, en aboutissant, même la femme sera déjà... Elle est déjà passée à autre chose. Voilà, elle a déjà tourné la page. Est-ce que, au regard de tout ceci, on peut dire que la société rend vraiment à la femme ce qui lui est dû? C'est-à-dire que lorsqu'on connaît la place que la femme a dans une société, est-ce que cette même société est juste envers la femme? Non, mais la société n'est pas juste du tout. Vraiment, il ne faut pas qu'on tire la couverture. Envers les femmes, envers les hommes, on n'est pas dans un monde de justice, Oui. on est dans un monde où il faut se battre. C'est pour ça que c'est un combat. Le combat pour l'égalité est un combat. Ça ne peut pas nous tomber du ciel. Nous devons nous battre pour avancer. La société n'est pas juste du tout. Quand c'est deux hommes qui postulent à un emploi, un autre critère viendra, ce sera le critère de l'appartenance à un cercle, ce sera le critère de la tribu, ce sera le critère, l'injustice est congénitale à l'homme et à la société. Maintenant, il faut se battre parce que nous sommes quand même 50% de la population mondiale. Et lorsqu'on se rend compte que, certes, il y a des disparités dans la société, mais ces disparités concernent le groupe que nous sommes, il faut tirer la sonnette d'alarme et dire il faut que ça cesse. Alors, il faut dire que le problème de discrimination, vous l'avez dit, ne date pas d'aujourd'hui, il n'est pas propre au Cameroun, c'est mondial. Et on écoute de plus en plus les voix des féministes s'élever. Je prends bien le terme féministe. Est-ce que selon vous aujourd'hui, elles en font trop ou pas assez? Alors moi, souvent, je me demande c'est quoi une féministe. Je vous avoue que moi, je n'ai pas encore trouvé la réponse à cette question. Je sais que dans les droits de la personne, il y a les droits des enfants, il y a les droits des femmes. Et ça même aussi, ça me pose souvent un problème. Parce qu'on catégorise, on dit les droits de la personne, les droits de l'homme, comme vous avez dit au départ, avec grand H. Et maintenant, on va vous parler des droits des personnes handicapées, on va vous parler des droits des enfants, et après on va vous parler des droits des femmes. C'est-à-dire qu'il y a les personnes en général et les sous-catégories de personnes, et dont la femme se retrouve dans une sous-catégorie qui a besoin qu'on fasse des choses particulières. Ok, je suis d'accord parce que quand vous faites une lecture globale, mais peut-être que c'est cette méthode-là de classer la femme, de la sous-classer, qui fait que on a l'impression, parce que donnez-nous juste des droits, donnez-nous des droits, ne nous donnez pas des droits particuliers, donnez-nous des droits. Quand je vous prends un cas simple, le mariage. Dans le mariage, quand on lit, le mari est le chef de la famille. Tout le monde applaudit. Donc le chef de la femme. Oui, tout le monde a applaudi. Le choix de résidence appartient à l'homme. Et la femme est obligée. Vous voyez un peu.
vous êtes quand même dans une convention, vous êtes dans un contrat. Et ce contrat, c'est entre deux personnes adultes qui prennent en témoin la société. Mais cette société s'ingère là-dedans et dit, voilà comment ça va marcher. Et dit, toi, voilà comment tu vas te placer. Toi, voilà comment tu vas te placer. Non, enlevez ça. Le mari n'est pas le chef de la famille. La famille n'a pas besoin d'un chef. La famille a besoin d'une union. La famille a besoin d'une alchimie. La famille a besoin d'une harmonie. Donc, nous voulons des droits. Nous ne voulons pas les droits de la femme. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a encore des textes discriminatoires. On vous dit le mari administre les biens de la famille. Administrer, normalement, un administrateur, c'est quelqu'un qui rend compte. Mais dans l'entendement, dans aucun conseil d'administration, le président du conseil d'administration ne peut être habilité à prendre les ressources de la société pour en faire ce qu'il veut. Oui. Mais pourquoi est-ce que dans l'administration de la famille, l'administrateur de la famille a le droit de faire ce qu'il veut des biens de la famille? Non, ne nous donnez pas les droits de la femme, donnez-nous les droits. Et on va avancer. Et donc pour moi, être féministe, c'est chercher à ce qu'il n'y ait pas de discrimination dans la loi. Même la discrimination en faveur de la femme montre qu'on est en train de dire que cette personne-là a besoin d'une béquille. Alors que la société mondiale est au niveau où on dit il n'y a pas de chef de famille. Ouais. On est mari et femme, on est des époux. Et ensemble, hein, on peut très bien avoir une famille où on décide que l'homme décide et la femme suit. On peut le faire. Mais il faut que ce soit une convention, un accord entre les deux personnes. Oui. Il ne faut pas que ce soit parce que la loi impose à la femme que si tu acceptes de te marier, tu auras un chef de famille. Ton père a déjà été chef de famille pour toi jusqu'au jour où tu as été majeur quand même. Donc, voilà des discriminations comme ça, voilà des éléments comme ça qui me font croire que peut-être que les féministes dont vous parlez devraient réorienter leur combat, leurs armes, leur langage. Parce que votre langage peut amener l'autre à comprendre que vous-même, vous ne savez pas ce à quoi vous avez droit. Mais quelque part, je me dis, hein, est-ce qu'à force de défendre, à force de... Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas le dire de façon péremptoire, certaines féministes sont un peu... j'ai envie de dire, leur féminisme est exacerbé. C'est-à-dire que tout pour la femme, d'abord la femme, et l'homme viendra après. Est-ce qu'ici, à la limite, on ne va pas rentrer dans la revanche? Parce que je veux dire, quoi qu'on fasse, il y a un besoin de complémentarité. On va dire oui, s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas d'enfant. Mais s'il n'y a pas de semence, il n'y a pas d'enfant. C'est-à-dire que la femme porte certes, mais elle a besoin de l'homme quelque part pour que cet enfant soit fait. Est-ce qu'à force, on ne va pas se retrouver dans... C'est pour ça que je dis que il faut se réorienter en réalité. La nature même est une nature de complémentarité. Voilà. Aujourd'hui, peut-être on peut faire des bébés parce que on peut commander on peut faire des bébés toute seule parce qu'on peut commander une sémence. Mais encore, c'est toujours C'est toujours une semence qui vient d'un homme. Même si la science a évolué, elle vient de quelque part. Voilà, donc tout pour la femme, non. C'est pour ça que moi je vous dis, la loi est impersonnelle. Ça, c'est un principe. Oui. La loi est impersonnelle. Je revendique la loi, Droits. les droits. Je vous prends un cas qui, moi, est un cas dramatique. Au Cameroun, la fille peut se marier à 16 ans. À partir de l'âge de 16 ans, votre petite fille
peut se marier. Mais votre garçon, il doit attendre 18 ans pour se marier. Pourquoi ce genre de discrimination? D'abord, pourquoi on apporte? Parce qu'au Cameroun, vous ne pouvez poser aucun acte juridique si vous n'avez pas 21 ans. Sauf si la loi précise spécialement que pour ce cas, à moins de cet âge, vous pouvez. Par exemple, le droit de vote, il a été amené à 20 ans. Mais pour tout le reste, vous n'avez pas 21 ans. Vous voyez, tous les grands footballeurs là, qui ont commencé à jouer au football, le père doit s'impliquer. Le manager, je ne sais pas, il ne peut rien signer parce qu'il est mineur. Alors, le mineur est protégé d'une manière stricte. Tout le monde estime que le mineur ne peut pas contracter. Il n'a pas capacité à contracter. Mais pour une chose aussi grave que le mariage, on estime que à moins de 21 ans, on peut se marier. Bien sûr, il y a toujours l'accord des parents qui est sollicité. Et on peut se marier. Mais plus grave encore, les mineurs de moins de 21 ans ne sont pas logés à la même enseigne selon qu'ils soient garçons ou qu'ils soient filles. Et c'est comme ça que vous avez le mariage forcé. Parce qu'on va vous dire qu'elle a consenti. Elle a plus de 16 ans, elle a consenti. Alors qu'on l'a obligée à signer. Moi, j'ai eu un cas d'une jeune fille au nord là-bas. Donc, le proviseur m'avait appelé parce que c'était un camarade de fac. Il est enseignant, moi je suis avocate. Donc, il se retrouve confronté à un cas où on est venu chercher la fille dans sa salle de classe parce que le père avait pris la dot quelque part. Donc on vient raconter à la fille qui allait à l'école bien loin de son village que la mère est très malade et qu'elle a besoin de lui. Ok, il faut faire le chemin pour rentrer à la maison. Chemin faisant, on s'arrête quelque part et là où on s'arrête, il y a un officier, il y a quelqu'un avec un registre. On lui dit, il faut signer. Elle dit, je ne signe pas. Son père lui dit, si tu ne signes pas, je vais te tuer. On est au milieu de nulle part, avec des gens qu'elle ne connaît pas. Mais pour avoir la vie sauve, elle a signé. Elle est allée chez ses parents où, évidemment, sa mère ne souffrait de rien. D'ailleurs, sa mère était tellement désolée de cette situation que sa mère l'a fait partir. Elle est rentrée à l'école et c'est le procureur de la République qui est venu, qui a envoyé la chercher parce qu'il y avait un acte de mariage qui avait sa signature. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, laissons que, comme pour tous les autres actes de la vie civile, le mariage est même encore plus grave, a des conséquences plus graves. Laissons que les personnes de moins de 21 ans ne puissent pas prendre la décision et surtout ne discriminons pas entre les garçons et les filles, tout simplement. Là, nous sommes en train de parler de mariage précoce. Il faut dire qu'on a aussi cette montée de violence familiale, conjugale, et où, je vais être encore un peu dure avec les femmes, elles couvrent encore, c'est-à-dire qu'on se fait battre chaque jour, mais on arrive à trouver des alibis à son bourreau. Non, c'est de ma faute. Non, je n'aurais pas dû lui répondre. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est même entre conjoints. On a vu là où des jeunes filles, des petites filles sont violées par leurs oncles et on dit il ne faut rien dire parce que c'est la famille, parce qu'il faut garder la cohésion de la famille. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète parce que ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur dans notre société. Non, ce phénomène n'est pas en train de prendre de l'ampleur. C'est un vieux phénomène. Ou alors les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent simplement de mettre en évidence des choses que nous avons couvertes pendant très longtemps. Mais c'est de tout temps, parce que moi, ça va faire 21 ans que je pratique. Et je vous assure, à l'époque, quand j'étais avocate stagiaire, je travaillais avec une association qu'on appelait SOS Femmes Battues. Et
Donc j'assurais des permanences juridiques où j'avais 1 ou 2 fois, 2 jours par semaine, où je passais ma journée à recevoir les femmes, à les écouter. C'est des choses terribles. Ça, c'est il y a 20 ans quand même. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et même, la faute n'est pas la faute des victimes. La faute est la façon dont on traite. Je vous assure, si vous appelez SOS Police ou 114 ou je ne sais pas, 118, pour dire que vous êtes en train d'être battu, qu'il y a un problème, dès que vous dites, dès qu'ils décèlent que c'est une violence conjugale, ils ne bougent pas le petit doigt. Ils ne font rien du tout. Pourquoi? Parce que, je veux encore vous dire, au bout du fil, c'est un homme que vous avez. Oui. Le même type-là, il bat sur sa femme. Et donc, il trouve normal que le droit de correction est un droit qui existe. La mère de famille qui tombe sur une histoire, comme par exemple celle de sa petite fille violée, vous parlez de l'oncle, même il y a des hommes qui violent leur propre enfant. Et la femme vous dit que je n'ai pas de ressources, si je commence maintenant la procédure, je ne sais pas comment je vais faire, je suis. Elle trouve toutes les excuses. Mais elle trouve toutes les excuses parce qu'il n'y a pas aussi de structure. Il n'y a pas de structure où vous vous rendez compte que dénoncer une telle infraction va... J'ai souvent vu en Europe, par exemple, lorsque un enfant, par exemple la disparition d'un enfant est signalée, c'est le branle-bas général. Oui. Mais ici, dans la ville de Douala, signaler que votre enfant est sorti de l'école et n'est pas revenu. Vous voyez quelqu'un se lever, s'il n'y a pas les réseaux sociaux pour partager. Oui, ça n'existe pas. Pourtant, il y a une permanence dans les parquets où ce genre de signalement devrait déclencher une alerte générale. C'est-à-dire qu'on présume que le bébé là, le bébé peut être manipulé. Je suis d'accord là-dessus. On a déjà eu des cas. Mais prenez d'abord, enlevez d'abord le bébé de ce milieu-là, où vous pensez qu'il est peut-être manipulé, peut-être que ce n'est pas vrai ce qu'il ou elle est en train de dire, parce qu'aujourd'hui, le viol ne concerne pas que les petites filles. Malheureusement, il concerne aussi les petits garçons. Oui. Enlevez cet enfant de ce milieu-là, d'abord, pour le protéger. Et en plus, la personne qu'elle a pointée, prenez-la, mettez-la à l'ombre, même si c'est à tort. Beaucoup de gens sont en prison à tort pour des choses qui ont moins de gravité. Mais gardez d'abord cette personne à l'ombre, parce que ça se passe dans une maison de la part de quelqu'un qui est censé protéger ce mineur et de porter à la connaissance du procureur de la République toutes les choses qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique, morale, spirituelle de cet enfant. Alors, vous signalez, vous portez une plainte chez le procureur de la République pour dire, voilà, une petite maman, elle dépose une plainte, le procureur va lire, il va dire, je vais envoyer ça où, lui-même ne se lèvera pas pour dire que, faites-moi entrer cette dame. Vous dites quoi? Que votre enfant est violé, faites-moi venir cet enfant que je l'écoute. Le père là, il est où? Non. Personne ne le fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas de sanction. La violence conjugale est sanctionnée par la loi, comme toutes les autres violences. Mais si on mettait un élément d'aggravation, si on disait, par exemple, que si la violence est l'émanation d'un époux ou d'une épouse, parce que même il y a des hommes battus contre son époux, que c'est un élément d'aggravation, même seulement sur la sanction, c'est-à-dire que la peine peut passer peut-être de 6 mois à 3 ans à 3 ans à plus,
sans possibilité de sursis. C'est-à-dire, on vous dit, par exemple, que si vous portez la main sur votre épouse, il n'y a pas de sursis. Si, après jugement, on se rend compte que vous l'avez fait, Oui. on vous met en prison automatiquement. Ça arrêterait beaucoup de violence. Donc, la violence est continue à monter parce qu'elle est mal sanctionnée ou pas sanctionnée du tout. Et les femmes qui disent que c'est un signe d'amour, alors? Alors là aussi, j'ai envie de dire c'est culturel, mais je ne dis même pas que c'est culturel. Ça même, c'est des stéréotypes. C'est des stéréotypes. Hein. Moi, depuis que moi je vis, je n'ai pas encore rencontré une femme. J'ai rencontré beaucoup de femmes battues. J'en ai même encore rencontré récemment. Hier, j'ai même eu envie de mettre en statut parce que ma galerie est pleine de photos de clientes qui m'envoient voilà, les signes de violence. Mais je n'ai jamais entendu, quand je finis de discuter avec une d'elles, que si j'ai accepté au départ, c'est parce que je pensais que c'est un signe d'amour. Non. Ça aussi, c'est des stéréotypes. On vous dira, dans telle tribu, les femmes aiment être battues. C'est un signe... Mais j'ai envie de dire que dans cette tribu-là, j'ai de très bonnes amies qui n'accepteront jamais que même le moustique soit tapé fort sur leurs joues. Donc, ça ne peut pas être un signe d'amour que de violenter l'autre. Parce que personne ne violente son propre corps. Hein. Personne. Aujourd'hui, on le disait il y a un instant, avec la montée des réseaux sociaux, on peut lire chaque jour des problèmes que les fans, on le disait tout à l'heure, Facebook aujourd'hui est devenu un petit tribunal, on vient exposer ses problèmes. Mais lorsqu'on observe bien, peut-être que la proportion aujourd'hui, la couverture au Cameroun, Internet est un peu plus de 30%, même si ce n'est pas toute la République, on constate quand même que... le taux, c'est-à-dire que le pourcentage est très élevé quand il s'agit des relations hommes-femmes. Et là, on se rend compte que les femmes sont extrêmement dures envers d'autres. Elles n'arrivent pas à se soutenir. Si nous ne nous soutenons pas, qui viendra nous soutenir? Parfois, les hommes sont partenaires même dans le crime. Ils savent se soutenir quand c'est même mauvais. Nous, les femmes, est-ce qu'on ne devrait pas, on a parlé d'éducation, mais est-ce qu'il ne faut pas nous rééduquer nous aussi? Apprendre à nous, pas toujours pas dans le mauvais. Je veux dire, on ne va pas encourager une femme à être infidèle, par exemple. Non, mais à s'arrêter un moment, laisser un peu les émotions et analyser froidement la situation. Alors, mais qui intervient sur Facebook? Qui intervient sur Facebook? C'est une personne qui n'a aucune expertise dans le domaine abordé, qui utilise son bon sens villageois, son ennui, sa propre expérience personnelle, et qui décide, qui oriente, qui va sur Facebook s'épancher. C'est encore une personne qui a du mal à s'assumer, parce que moi je dis... Ne pensez pas que la personne qui vient exposer sur Facebook, elle a plus à plaindre. Parce que l'intérêt d'un tribunal, un vrai, c'est que vous avez les deux versions. Oui. De manière contradictoire, on sait ce qui s'est passé selon celui-ci et selon celui-là. Oui. Et j'ai souvent dit, le juge n'est pas un dieu. Le juge prend les éléments que vous lui donnez et se dit, c'est probablement ceci qui est vraisemblable. Il peut se tromper et souvent même il se trompe, mais il se trompe de bonne foi, parfois, parce qu'il a tous les éléments. Mais celui qui, sur Facebook, j'écoute une fille, Anno, comme elle s'appelle, oui. Une anonyme, voilà, une anonyme qui se lève, qui donne sa version des faits. Oui, qui vous parle de sa vie, en donnant des détails qui, selon elle, vont vous apitoyer ou tout. Et les autres qui sont dans leur maison, qui s'ennuient, qui se détendent, non. Ce n'est pas avec ça qu'on fait une lecture de la société. Ce n'est pas avec ça.
les réseaux sociaux ne reflètent même pas, en tout cas les réseaux sociaux tels que ça se passe au Cameroun, ne reflètent pas la réalité de la vie camerounaise. Les femmes se soutiennent. Oui. Dans le cadre des associations, il y a beaucoup d'associations de femmes qui se soutiennent. Les femmes se soutiennent dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur rencontre, dans le cadre de leur tontine, dans le cadre de leur réunion. Ça, c'est la vraie vie. Parce que parfois, la personne même qui vous parle sur Facebook, là, elle a lu l'histoire là quelque part. Elle a entendu ça quelque part. Et elle sait que ça va susciter, puisque ça suscite des likes, des commentaires et tout ça. Chacun, aujourd'hui comme à l'époque, on reprochait aux journaux de faire des unes. Des unes juste pour attirer des lecteurs. C'est un peu comme ça le Facebook aujourd'hui. Il y a les likes et il y a les commentaires. On est content de se dire qu'on a suscité beaucoup de commentaires, mais ce n'est pas ça la vraie vie. Oui, mais j'insiste là-dessus parce qu'il y a un phénomène nouveau qui est né de ces réseaux sociaux-là, les influenceurs, les influenceuses. Et beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons copient cela, ils prennent cela en exemple. Et si la jeunesse qui est le fer de lance, peut-être qu'il faudrait déjà qu'on revoie les choses. Parce que ils sont là-dessus à longueur de journée. Ils lisent, ils copient, ils voient que non, la nouvelle façon de vivre. Il y a un comédien franco-camerounais qui se plaignait encore dernièrement, il disait, il est un peu perdu. À son époque, on tapait fort, du moins, il insiste pour que ses enfants aillent à l'école, qu'ils aient une bonne éducation. Et aujourd'hui, on leur présente qu'il suffit de montrer son sac à main, sa tenue vestimentaire, ce qu'on mange, pour être représenté comme un modèle. Est-ce que quelque part, il ne faut pas donc interpeller, peut-être que les choses changent, qu'on comprenne que ce n'est pas ça la société. Vous comprenez, mais est-ce que la petite fille au quartier comprend? Est-ce que celle qui n'a pas cette maturité comprend cela comme ça? Parce que celle qui poste en anonyme vient prendre des conseils et parfois applique ces conseils-là qui ne sont pas toujours bénéfiques pour elle. Alors, sur ce plan-là, je reconnais que les réseaux sociaux sont un vrai fléau aujourd'hui. En fait, c'est un phénomène nouveau. Et nous n'avons pas tous les contours. Mais je dis encore que moi, j'essaye toujours de dissocier la vraie vie de la vie des réseaux sociaux. Moi, je me rappelle, j'avais une petite voisine là au cabinet qui travaillait dans une société à côté de mon cabinet, qui était que lorsque, c'est une jeune fille, elle est malheureusement décédée, c'était une jeune fille très polie, que j'aimais beaucoup parce que quand elle me rencontre dans les escaliers, elle était toujours bien mise, elle me fait la petite conversation, si j'ai un paquet, elle me le porte, elle me l'amène au cabinet. Mais j'avais remarqué qu'au parking, dès qu'il y a une nouvelle voiture, elle va se mettre à côté de cette voiture-là, elle fait son selfie pour envoyer sur Facebook. Pourtant, c'était une jeune fille qui marchait à pied, que je déposais avec ma vieille voiture. Alors, si vous êtes dans votre univers, cet univers-là, et vous croyez que c'est la vraie vie, je dis encore que ce qu'il faut dire aux enfants, c'est que ça, c'est pas la vraie vie. Que la vraie vie ne consiste pas à poster des robes. Parfois, ces robes-là, c'est les marques qui utilisent ces personnes pour faire de la publicité. Vous voyez que toutes ces pages aujourd'hui sont sponsorisées. Sponsorisées, oui. Voilà, c'est des marques. Peut-être que ces personnes ne sont même pas capables de s'offrir cette tenue-là. Mais si vous restez là et vous vous dites, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, le monde des influenceurs et des influenceuses, on est au balcon et on attend de voir. Mais chacun de nous, même à l'école, vous avez vu de nouveaux phénomènes qu'il y a aujourd'hui où les jeunes louent des villas meublées pour faire des choses. Le catholique. Voilà. Et tout ça, nous sommes où, nous parents?
quand tout ça se passe. Parce que peut-être que je ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe dans le téléphone, mais je peux quand même retracer les allées et venues. Quand je confie mon enfant à l'école, comment l'école peut me faire comprendre que mon enfant est pas... Parce que autant les nouvelles technologies facilitent la vie au mal, autant elles devraient faciliter la vie au bien. Aujourd'hui, l'école devrait pouvoir faire un SMS en temps réel aux parents pour lui dire que votre enfant n'est pas entré à l'école. Comment on fait pour qu'un enfant sorte de la maison de ses parents, habillé en tenue, et aille se retrouver au quartier, habillé dans une autre tenue, habillé en civil? Comment on fait pour que ça se passe un jour, 2 jours, une semaine, un mois, pour que nous soyons en train de crier, de mettre les mains sur la tête, parce que ça a été découvert un jour? Nous avons manqué, à un moment donné, de vigilance. Nous tous, adultes et parents, et éducateurs et professeurs qui étions sur les chaînes de ces enfants, il faut que les parents se réapproprient leur rôle. C'est facile de prendre son temps, de se dire, je vais appeler mon enfant à 19h, même si je ne suis pas à la maison à 19h. Aujourd'hui, même il y a les vidéocalls. On a l'impression qu'on maîtrise, mais on ne maîtrise rien du tout. La présence physique, la proximité physique ne sera jamais surplantée par les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont une mauvaise influence parce que nous qui devons faire tout pour que la proximité physique ne diminue pas, nous laissons, nous-mêmes, nous rentrons le soir, je suis sur mon téléphone, mon époux est sur son téléphone, nos enfants sont sur leur téléphone. Chacun de nous est connecté avec le monde entier, mais n'est pas connecté avec son environnement immédiat. Pourtant, le fait d'avoir les yeux fixés sur votre enfant peut vous permettre de savoir qu'il va bien ou il va mal. Il y a un changement de comportement. Exactement. Ici, vous interpellez un peu les enseignants, mais eux aussi ils ont leurs problèmes, ils sont en pleine grève. Donc peut-être qu'ils n'auront pas le temps de faire un SMS parce qu'eux aussi ils ne sont pas bien payés. Donc, oui, non, là je ne parle pas d'aujourd'hui, oui. Je ne parle pas de ce problème qui ne peut que me tenir à cœur aussi. Oui. Mais voilà, cet enseignant qui est décédé après 10 années de dur labeur et au moment où enfin la communauté nationale avait pris à cœur son dossier et l'administration avait suivi, il est tombé comme un soldat sur le champ de bataille. C'est quelque chose qui est regrettable et difficile, et j'espère que l'administration va tout faire pour que cette lenteur sur laquelle qui a été un frein pour lui ne continue pas à l'être pour sa famille. Qu'au moins ce à quoi il avait droit, que sa famille puisse le recevoir en temps réel pour que ses enfants ne se perdent pas. Au regard de tout ce que vous avez dit, on comprend que l'élément fondamental, c'est l'éducation. Il faut vraiment éduquer et rééduquer les masses. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, au regard de la société, peut-être que vous allez me dire que le phénomène n'est pas nouveau, est-ce qu'aujourd'hui, une femme qui a fait le choix, je préfère utiliser cette expression, le choix du célibat sera aussi respecté que celle qui est épouse? On a l'impression aujourd'hui que parce qu'on est épouse d'eux, on a, comme qui dirait, quelque chose en plus. Est-ce que ici, c'est encore un problème d'éducation, ou alors c'est nous qui avons décidé que des normes, d'ériger des normes sociales à édicter à tout le monde? Je vous ai dit tout à l'heure que
l'acte de mariage, c'est le seul diplôme qu'on ne vous demande pas quand vous cherchez du travail, quand. Se marier est important. Mais il faut être bien marié, il faut être marié à la bonne personne et il faut être épanoui dans son mariage. Le regard de la société ne doit pas commander notre façon de vivre. Même la parole de Dieu dit que quand on a choisi, on doit être logique dans son choix. On doit aussi, parce que ce que la société déplore ou déplorait à l'époque, parce que moi je me rappelle que on catégorisait toujours les femmes non mariées comme étant les femmes qui sont toujours à la recherche, qui déstabilisent les autres foyers. Oui. Donc on doit rester... De fait, elles sont les briseuses de foyer. Exactement. De fait, on décide. Mais je connais aussi aujourd'hui, ici et ailleurs, des personnes qui vivent ensemble et qui vous disent que le mariage classique, c'est-à-dire juste avoir un papier, ne nous dit rien. Nous sommes un couple, nous sommes des compagnons, mais ça ne nous dit rien de réunir les gens, de faire la fête et tout. Il y a tellement de personnes mal mariées que j'ai envie de dire que lorsqu'on le sait, on ne peut pas regarder un célibataire ou une célibataire en termes de moins... moins femme. Maître, j'insiste sur une célibataire parce que l'homme n'a pas ce même problème. Oui, l'homme, son célibat peut arriver à 70 ans, c'est normal. Là, c'est... comme l'infidélité, ça prouve sa virilité. Ce qui est interdit aux femmes. La femme célibataire, non. Je suis d'accord. Elle a beau avoir le bagage intellectuel. Je suis d'accord avec vous, mais je dis encore que... Parce que beaucoup de femmes célibataires aussi... Prêtent le flanc. Prêtent le flanc. Parce que vous discutez avec elle 10 minutes, elle vous fait comprendre qu'elle a tout, mais comme elle n'a pas le mari, c'est un problème. Ou alors que vous le dites parce que vous êtes marié. Oui, ou bien que voilà, vous ne comprendrez jamais. Oui. Parce que vous êtes marié. Voilà. Donc, je dis que le regard de la société ne doit pas commander notre façon de vivre. Quand vous êtes une personne épanouie, mariée ou pas mariée, vous reflétez cet épanouissement. Mais quand vous êtes une personne qui n'est pas épanouie, personne ne vous enviera le fait que vous êtes marié. Quand vous vous retrouvez tout le temps à l'hôpital parce que le mari vous a cogné, voilà, tout plein de choses. Moi, je vois des femmes mariées qui n'ont pas de relation sexuelle avec l'époux pendant des années, des mois, voire des années. Mais je dis, mais pourquoi tu restes là? C'est son époux, il faut qu'elle reste dans le ménage. Voilà. Mais parce que la société va dire, elle n'a pas, parce qu'on a dit, le mariage c'est difficile, il faut supporter. Elle n'a pas pu supporter et ça montre encore qu'elle est faible. Je dis, hein, ça montre encore une faiblesse. Je dis, hein, là je vais vous parler comme un commando. Je dis, hein, il faut laisser. Il faut laisser parce que si je veux rester seulement pour rester dans la même maison qu'un garçon, n'est-ce pas, je reste avec mes frères. Non, le mariage suppose certaines choses. Ces choses-là n'existent plus. La femme là, elle marche, elle monte, elle descend. Vous qui êtes célibataire, vous l'enviez. Mais derrière le portail, il y a tellement de choses. Il ne faut pas envier la situation de quelqu'un parce que vous ne la connaissez pas au fond. Parce que le statut matrimonial, comme je dis souvent aux jeunes qui viennent me dire on va se marier, je dis la fête du mariage n'est pas le mariage. Si tu veux te marier parce que tu veux aussi mettre la robe blanche, parce que j'entends des gens dire ça, hein, oui, que oui. mettre, toute femme rêve mettre la robe blanche. Avec le long voile. Voilà. Je dis ça aussi, ça fait que beaucoup de gens ne se marient pas. Parce que si tu n'as pas l'argent pour
acheter la robe blanche. L'homme dit même que marions-nous. Tu dis non. Et je connais des cas comme ça où une femme est dans la maison, elle exige un certain type de mariage que l'homme ne veut pas ou qu'il ne peut pas lui offrir. Et pendant qu'elle est en train de faire tout ça, déjà que vous savez que la dot chez nous est un peu chère, pendant qu'elle est en train de faire tout ça, l'homme tombe sur une autre là dehors à qui il dit, est-ce qu'on peut faire l'acte? La fille dit, n'est-ce pas, nous sommes majeurs tous les deux. Pardon, allons faire l'acte. Donc, celle qui est dans la maison, du jour au lendemain, elle voyage, et à son retour du voyage, il y a une épouse à la maison. Il y a une épouse dans la maison. Donc, une épouse dans le sens plein. Oui, je dis que le mariage, la fête du mariage n'est pas le mariage. Le statut matrimonial n'est pas synonyme de bonheur et d'épanouissement. Soyez épanouis, quel que soit votre statut, pour autant que vous avez choisi ce statut. Et même si vous n'avez pas le choix, parce que vous me direz, je n'ai pas choisi d'être célibataire. Peut-être que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Peut-être que quand vous avez rencontré la bonne personne, vous n'étiez pas disponible. Peut-être que beaucoup de choses. Peut-être que vous avez trop fréquenté. Voilà. De toute façon, la situation, quand vous êtes confronté à une situation, domptez cette situation et faites-en un atout. Un atout. Moi, pouvoir partir, voyager, aller avec des copines, faire ça, beaucoup de... Merci maître. On arrive au terme de notre émission. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. J'espère que j'ai pu apporter ma petite pierre dans l'édifice de ce combat que nous engageons chaque année. Mais j'ai envie de dire, la Journée internationale de la femme n'est qu'un moment où on met en exergue tout ce qui est fait pour le combat de la femme. Mais c'est un combat quotidien. Il faut éduquer, il faut se battre, il faut se battre pour les droits. Pas les droits de la femme, mais les droits tout court. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.